Voici le tout nouveau Hyundai Santa Fe 2024 qui nous arrive avec une allure beaucoup plus robuste. Est-ce que Hyundai a visé juste avec cette nouvelle version du Santa Fe? On vous dit ça dans un nouvel épisode de Plus de millage. Allons-y! Nous allons débuter cet épisode en adressant une question que vous vous êtes peut-être posée. Oui, le véhicule qu'on essaie aujourd'hui a bel et bien la couleur d'un cornichon à l'aneth. C'est l'une des nouvelles couleurs que Hyundai offre. Le vert revient à la mode. On sait que Subaru aussi revient avec du vert forêt. Donc, voilà, évidemment, si vous n'aimez pas ça, il y a d'autres couleurs de disponibles. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec le Santa Fe 2024? Bien, le look est très différent. On pourrait dire que c'est peut-être un peu inspiré à la fois du nouveau langage de design de Hyundai et du Land Rover Defender, mais en plus carré. Je vous laisse juger ce que vous en pensez. Aussi, il n'y a pas de version PHEV dans le Santa Fe 2024, seulement soit des hybrides ou une motorisation 2.5 litres turbo aussi qui est disponible. Nouvelle chose, puis là vous allez voir un peu plus tard, il y a 3 rangées de série dans le Santa Fe. C'est un véhicule qui est plus gros que dans sa version précédente. De profil, on constate la taille du nouveau Hyundai Santa Fe qui est plus gros qu'avant. Dans le passé, on a eu différentes versions du Santa Fe. À certaines époques, il y avait du 1XL, une version régulière. Là, on n'a que des versions à 3 rangées. Sur photo, je trouve que le Santa Fe est très bien réussi. Ceci étant dit, en vrai, la portion arrière, pas sûr. Mais bon, tous les goûts sont dans la nature. Il y a aussi des avantages au niveau du coffre qu'on va vous présenter dans quelques instants. Hyundai vante le Santa Fe, ou le nouveau Santa Fe, plutôt grâce à son incroyable haillon. Et vous remarquerez que le haillon vient vraiment chercher un très large sur les côtés. Donc, plutôt que d'avoir un haillon qui serait ici avec des phares là, on a un haillon qui prend tout l'espace et qui devrait nous donner une très grande ouverture lorsqu'une fois ouvert. Maintenant que nous ouvrons le haillon, on constate qu'il y a un peu de rangement derrière la 3e rangée, mais c'est relativement limité. Là, c'est peut-être environ 30 cm au centre. Donc, on peut mettre des sacs d'épicerie de côté, mais pas sur la longueur ici. Des sacs réutilisables, bien sûr. Un peu de rangement sous le coffre et on a notre 3e rangée. Est-ce que c'est un véhicule où on va utiliser la 3e rangée constamment? Clairement, on n'est pas au niveau, par exemple, d'un Subaru Ascent qui serait un peu plus gros ou de véhicules vraiment plus gros comme le Chevrolet Traverse. En général, vous le retrouverez avec la 3e rangée rabattue. Et là, on a un bon espace de coffre, peut-être un peu plus gros que celui de bon nombre de VUS compacts. À l'avant du Santa Fe 2024, on retrouve un nouveau langage de design qui est assez différent de ce qu'on connaissait ailleurs. C'est aussi différent du Kia V9. Il y a des trappes d'air ici fonctionnelles, probablement pour le refroidissement, qui sont assez visibles par exemple. Ce qui nous intéresse cependant, c'est ce qu'il y a sous le capot. Il y a des vérins hydrauliques, merci à Hyundai de ne pas cheaper là-dessus. Donc, en version hybride, on a un 1.6 litres qui est allié de turbo, en fait, là, un moteur qu'on connaît chez Hyundai depuis un certain temps, qui est allié à une motorisation électrique de 59 chevaux et une transmission 6 vitesses pour vous donner un total combiné de 231 chevaux. 231 chevaux, c'est largement adéquat dans ce véhicule-là. La combinaison avec la 6 vitesses, c'est très différent de ce qu'on retrouve dans la plupart des autres hybrides, que ce soit celle de Toyota avec une ECVT ou celle de Ford qui sont essentiellement une copie de la configuration de Toyota. Donc, beaucoup plus agréable à conduire qu'une ECVT de Toyota. Au niveau de la fiabilité, qu'est-ce que j'en pense? Bien, évidemment, là, on est à plus de millage, pas protégez-vous, on n'a pas fait une grande enquête. Je sais que Hyundai, dans le passé, a eu des problèmes avec certains de ses moteurs. On se rappellera tous des 1.8, 2 litres qui claquaient. Les moteurs turbo aussi, on ne sait pas trop, mais là, bien évidemment, les histoires dont j'ai entendu parler datent d'il y a plusieurs années. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez faire vos recherches. Il y a aussi un 2.5 litres turbo de 277 chevaux qui est disponible et ce sera le choix des gens qui veulent remorquer. Il permet de remorquer jusqu'à 4500 livres, ce qui est très bien dans cette catégorie. Des VUS compacts intermédiaires un peu à la limite entre les deux.
Nous voici maintenant à l'avant du Hyundai Santa Fe 2024. On note des accents ici métallisés. Je pense que Hyundai veut donner une certaine impression de luxe au véhicule. On a beaucoup de surface moussée, un peu mais pas trop de plastique dur. En général, c'est quand même assez bien. Le look est très moderne. Nous avons ici un grand écran qui prend énormément d'espace. C'est tout numérique et ça le fait quand même vraiment super bien. Beaucoup d'espace de rangement. Dans la console aussi, on a classique l'endroit pour le petit poulet, comme dans la Bolt. Un chargeur aussi à induction pour le téléphone. C'est vraiment super bien. Juste le bon équilibre, je trouve, entre des commandes physiques puis des commandes à l'écran. Ça se fait super bien. Des surfaces texturées. En tissu textile, c'est vraiment bien. Est-ce que c'est aussi bon que, mettons, un Kia EV9? Bon, on verra une version Ioniq 7 probablement de Hyundai apparaître un jour. Et je trouve que Kia a vraiment mieux réussi l'intérieur dans le EV9, ou plutôt ils ont amené un langage de design à quelque chose de différent qui était vraiment super bien. Puis je me serais attendu à ce que Hyundai fasse un peu la même chose avec le Santa Fe, mais c'est pas vraiment le cas. Mais bon, c'est plus ou moins une critique, c'est plus que moi, dans mes goûts, j'ai beaucoup apprécié le EV9. Aussi fait à noter, le levier de vitesse, c'est une espèce de bouton rotatif qui est placé sur une petite colonne ou un truc qui sort de la colonne de direction. C'est un peu comme un shifter à colonne, mais qu'on ne déplace pas de la même manière. Ça m'a pris un peu de temps à m'habituer. J'ai conduit toute la semaine avec la voiture. Bon, c'est correct, mais il va falloir s'habituer. C'est différent de ce qu'on voit normalement. Nous voici maintenant à l'arrière du Hyundai Santa Fe. On a une configuration à 7 places, donc 3 places à la deuxième rangée et puis 2 places à la troisième rangée. C'est assez caractéristique en fait des VUS compacts à 3 rangées. On a énormément d'espace, un bon espace pour les jambes, des belles trappes de ventilation ici qui sont assez bien intégrées. Je vais avoir un peu de vidéo de la troisième rangée, on va vous montrer ça aussi, puis comment rabattre le siège pour accéder à la troisième rangée. Ça se fait relativement bien, mais l'espace et le dégagement qu'on a pour les jambes à l'arrière, c'est vraiment caractéristique d'une troisième rangée de VUS compact. C'est seulement pour des enfants. Pour des adultes, à moins que ce soit pour des très courts trajets et des gens pas très grands, ça sera très limité à ce niveau-là. On retrouve les mêmes matériaux qu'à l'avant, donc ça, c'est quand même bien. Les accents couleur aluminium, je les trouve quand même assez jolis. Il y a beaucoup de porte-gobelets à l'arrière du Hyundai Santa Fe, partant des Gugus. 1, 2, 3 dans la porte, 3 dans l'autre porte et 2 dans l'appui-bras. 8 porte-gobelets pour, en théorie, parce que si on a l'appui-bas rabaissé, 2 personnes à la deuxième rangée. Donc, si vous êtes le genre de personne qui transportez avec vous un nombre incalculable de breuvages, le Santa Fe est fait pour vous. Nous voici maintenant au volant du Santa Fe. J'ai passé toute la semaine avec le véhicule. C'est une voiture de presse de Hyundai Canada. Et je vais vous donner mes impressions de conduite. D'abord, la première chose que j'ai remarqué, c'est que c'est un véhicule qui est très silencieux. D'abord, je pense que l'insonorisation est très bien. Et au niveau du comportement aussi du système hybride, c'est assez différent d'un système Toyota. Le moteur a quand même électrique une bonne puissance, 59 chevaux, et il applique cette puissance-là dans une plage de 800 à 2100 tours du moteur à essence. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que à basse vitesse, en mode, on peut tomber en mode électrique quand même très rapidement, ou plutôt on tombe instantanément en mode électrique, en mode EV. Et puis, quand on roule, on est en mesure de maintenir pendant une courte période, mais tout de même, ce mode-là jusqu'à des bonnes vitesses. En fait, il y a des moments sur l'autoroute où on roule, disons, 90-100 km/h. Je parle de tronçons d'autoroute en ville, où je tombais en mode EV. Et puis là, ce qui va arriver, c'est que si on a épuisé une certaine portion de cette batterie-là d'environ 1,5 kWh, on va tomber en mode hybride, mais le moteur va révolutionner à peut-être 1700-1800 tours. Et donc, il demeure très silencieux. Il reste dans une plage de révolution qui est assez basse.
Et ça donne un comportement qui est beaucoup moins rugueux et beaucoup plus agréable, surtout combiné avec la transmission 6 vitesses, qu'un système hybride ECVT style Toyota. Puis là, je ne mange pas mes mots, là. J'ai vraiment apprécié conduire cette voiture-là cette semaine, alors que chaque fois que je suis dans un hybride ou un hybride branchable Toyota, je trouve que le comportement et je trouve que ça tue le plaisir de conduire. Donc, chapeau à Hyundai. Hein? Les CVT, généralement, on en met dans les voitures hybrides pour réduire la consommation d'essence parce que ça se veut être un peu plus efficace. Dans le cas de Toyota, c'est différent parce que là, ça fait partie de l'architecture de leur système hybride, ce qui fait qu'ils ont des hybrides extrêmement économiques. Ici, d'ailleurs, on a un véhicule qui est un peu moins économique qu'un RAV4 hybride, par exemple, ou un RAV4 Prime en mode hybride. 6,9 litres au 100 de consommation combinée, ce qui est environ 1 litre au 100 de plus que ces modèles-là. Donc, pas aussi efficace, pas aussi éco-énergétique, mais honnêtement, la différence sur le comportement routier là, est très bien. Là, on a un véhicule qui est équipé quand même de roues de bon diamètre et de pneus Kumho. Et le comportement routier est très bien, même à bonne vitesse aussi. On prend des courbes assez serrées. Ça se passe vraiment super bien. Ça demeure très doux. Et c'est seulement lorsqu'on fait des accélérations plus poussées où là, on va voir le moteur qui rentre dans sa plage, parce qu'on a comme 3 plages, là. Charge, Eco et Power. Donc, quand on tombe dans la plage Power, c'est là que le moteur va probablement, ou le système va probablement changer de vitesse vers le bas, downshifter, puis monter plus haut dans les tours. Ça reste que c'est pas une CVT, mais il va comme le faire de manière très caractéristique. Il est comme à 2000 tours, puis après ça, boum, downshift, on tombe à 4-5 000 tours. Puis là, on commence à entendre vraiment le moteur. Mais en général, là, je trouve que le système hybride est très présent. On a des ajustements au niveau des modes de conduite aussi avec les palettes au volant pour... c'est pas la conduite à une pédale, mais je dirais à quel point le freinage régénératif est efficace. Toute la semaine, j'ai été à environ 8,1, 8, 7,9, 8,2 litres au 100 km. Pour vrai, pour les parcours que je fais, là, qui sont des très courtes distances, souvent c'est des 5-10 km ou moins, c'est vraiment super bien parce que dans un véhicule, que ce soit un VUS compact non hybride, là, sur ces trajets-là, on ferait plus de 10 litres au 100 certainement. Donc, au niveau de la consommation, c'est super bien. Vous voyez là, j'accélère un peu plus. Le moteur est tombé aux environs de 4800, 4900 tours et on l'a entendu un peu. Mais sinon, on n'entend presque pas la mécanique. Donc, c'est très doux, très discret. Puis, comme on reste en mode électrique pendant un certain temps après avoir démarré la voiture, si on a un assez haut niveau de charge dans la batterie, on a presque l'impression de conduire un véhicule électrique. Et donc, ça m'a agréablement surpris, en fait, parce que j'avais jamais conduit de véhicule hybride Hyundai. Puis je réalise que leur choix d'architecture, leur choix de design au niveau de la mécanique sont quand même assez bien. Puis ça procure une expérience qui est plus agréable. On n'est pas obligé d'avoir une conduite complètement aseptisée parce qu'on a une hybride. Et Hyundai nous le démontre avec ce nouveau Santa Fe-là. Fait important à noter, il n'y a pas de version ou il n'y a plus de version PHEV. Hyundai, là, un peu, je ne sais pas si Kia va faire les mêmes choix, mais clairement, leur orientation, c'est qu'ils vont se concentrer sur soit les modèles thermiques ou hybrides, mais pas hybrides branchables, ou leur gamme de voitures électriques qui tendent à développer. Hyundai, un peu comme GM et Kia, bien évidemment, ce sont dans les rares constructeurs qui ont une vraie stratégie là, à 2 volets tout ou rien, où les voitures électriques sont bâties, à l'exception du Kona et du Niro, sur des plateformes dédiées à des véhicules électriques. Et puis, les véhicules thermiques là, sont aussi plus sur des plateformes dédiées, comme le Santa Fe. Donc, ça, c'est tout à leur honneur. Je trouve ça quand même bien. Clairement, Hyundai veut vivre cette transition-là vers l'électrique. Ils sont beaucoup plus engagés que d'autres constructeurs. Et c'est très bien. Mais entre-temps, ils vont continuer d'offrir des modèles thermiques ou hybrides comme celui-ci à bon prix. Veux pas. C'est pour ça qu'on choisit ça. Vous pourriez acheter un CR-V hybride, c'est à peu près 10 000 $ de plus que celui-là.
et à part vous le faire voler, je ne vois pas ce que vous auriez de plus. Nous voici maintenant arrivés à la fin de notre essai du Santa Fe. Je vais vous parler un peu des prix rapidement. Un modèle de base du Santa Fe, ça commence aux environs de 44 000 $ pour une version hybride quand même relativement raisonnable. Et puis, on va aller dans les versions calligraphie jusqu'à 56 000 $. Et c'est drôle parce que le moteur non hybride, en fait, c'est celui qui équipe les versions les plus chères. Qu'est-ce que j'en pense? Bien, honnêtement, le public pour ce véhicule-là, ça va être des gens qui ont des familles, qui veulent acheter un VUS relativement spacieux, à bon prix. Et c'est ce que Hyundai offre en location. Cette voiture-là, elle est moins de 600 $ par mois, taxes incluses, en version de base. Location 48 mois. Ce qui est quand même très raisonnable dans un monde où il y a beaucoup de manufacturiers qui nous chargent très cher pour des voitures qui ne sont pas toujours si intéressantes que ça. Donc, je pense que ça répond à un besoin. Je pense que c'est bien. Est-ce que j'aurais nécessairement un Santa Fe? Ce ne serait probablement pas mon meilleur choix ou mon premier choix dans cette catégorie-là. J'inviterais les gens à regarder aussi pour le Outlander PHEV, qui est dans la même catégorie, peut-être un tout petit peu plus petit, mais qui vient encore avec 10 000 $ de subvention jusqu'à la fin de l'année. Dans les deux cas, c'est ni l'un ni l'autre des véhicules que je préfère, mais c'est des véhicules qui sont disponibles, que vous pouvez acheter et pas attendre après pendant une éternité comme un RAV4 Prime. Donc, bon véhicule offert à un bon prix avec une mécanique hybride assez économique. Je fais 8 litres au 100 cette semaine dans des déplacements qui sont très courts. Si ça vous intéresse, allez-y, achetez-en un. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui de Plus de millage. On se dit à la prochaine.